Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle chronique de l'Amérique latine de l'Iris qui débute cette rentrée, si je puis dire. Très heureux de vous retrouver pour ces petits points d'analyse, d'actualité, un peu au-delà de l'actualité de ce qui se passe en Amérique latine. Alors, cette actualité, pour le coup, est assez chargée en cette rentrée, avec, ça va être le thème de la vidéo du jour, le résultat du référendum sur la nouvelle constitution au Chili et bientôt l'élection au Brésil au mois d'octobre et d'autres événements que nous ne manquerons pas de suivre dans les semaines et les mois qui viennent. Alors aujourd'hui, on va faire un peu le point sur ce résultat. Alors ce résultat, en quelque sorte, était déjà un peu pronostiqué par les différentes enquêtes d'opinion au Chili depuis plusieurs semaines, même un peu quelques mois. On voyait venir un rejet finalement de ce projet de constitution élaboré depuis à peu près un an par une convention constitutionnelle sur laquelle je vais revenir. Alors on va un peu analyser tout ça, j'y reviens dans un instant, mais d'abord peut-être rappeler les enjeux fondamentaux de cette nouvelle constitution chilienne. D'abord, on l'a vu ici dans plusieurs vidéos qu'on peut retrouver sur le site de l'IRIS facilement, sur la page du programme Amérique latine de l'IRIS. Eh bien, au tout départ, il y a le puissant mouvement de contestation sociale de 2019 qui, juste avant l'arrivée du Covid au Chili, en Amérique latine, portait au cœur de ses revendications cette demande d'une nouvelle constitution pour le pays et finalement un peu acculé, le président Sébastien Piñera, de droite à l'époque, a accepté d'ouvrir des discussions pour la mettre en place et c'est tout ça qui nous amène au vote d'aujourd'hui. Finalement, les Chiliens se sont prononcés une première fois en 2020 pour savoir s'ils voulaient un référendum, enfin une nouvelle constitution par référendum, ils ont dit oui massivement. Une deuxième fois, ils ont revoté pour élire les députés constituants, même s'ils n'avaient pas exactement ce nom-là, mais enfin ceux qui ont les 155 élus représentants qui ont travaillé dans la convention constitutionnelle qui a préparé le texte qui a été soumis et qui finalement donc a été rejeté. Alors, il faut avoir en tête que l'enjeu autour de la Constitution, c'est d'abord le fait qu'au Chili, la Constitution actuelle, qui date en fait de 1980, avait été rédigée sous l'ère d'Augusto Pinochet, et que cette constitution qui a été réformée quelquefois, eh bien, elle sacralise, elle institue dans le droit constitutionnel un certain modèle économique et social que certains qualifient de néolibéral, ou en tout cas qui positionne le marché, l'initiative privée et l'entreprise au cœur finalement des relations et de l'organisation de la société chilienne avant en particulier l'État qui, dans la Constitution, n'a qu'un rôle secondaire qui peut intervenir lorsque le marché ne le peut pas. Et ça pose tout un tas de questions et de problèmes, en particulier en matière de services publics et d'accès aux services de base, logement, eau, énergie, etc., éducation, santé pour les Chiliens. Et donc cette société chilienne est en débat depuis fort longtemps sur tous ces aspects-là. Et donc le changement de constitution était demandé comme la demande de pouvoir finalement enlever un verrou qui empêche le Chili de pouvoir développer un autre type de politique ou un autre type de modèle de développement économique et social. Et c'est ça qui était au cœur des revendications du mouvement social de 2019. Donc tout ça a abouti finalement à cette nouvelle constitution qui est soutenue par le nouveau président Gabriel Boric, qui a été élu en 2011, qui lui-même fait partie de ce vaste mouvement social chilien qui finalement est une réponse politique à ce mouvement social avec l'élection de son gouvernement et la victoire de la gauche qui était nouvelle, inédite aussi depuis 1973 au Chili avec Gabriel Boric. Et Gabriel Boric n'a eu cesse de dire il faut cette nouvelle constitution car sans elle, je ne pourrais pas mener à bien les réformes de structure de l'économie chilienne. On ne pourra pas modifier la situation en termes de services publics, de justice sociale, etc. Il faut une nouvelle constitution car l'actuelle, celle de Pinochet, nous empêche de faire ces changements. Donc pour lui, il fallait cette nouvelle constitution. Or, le résultat est sans appel. La constitution a été rejetée massivement par les Chiliens. Alors on s'attendait à ce résultat, ce qu'on ne voyait pas forcément, c'était l'ampleur du rejet. Les résultats sont sans appel, 13 millions de Chiliens et de Chiliennes ont voté à ce référendum sur un corps électoral de 15 millions de personnes, sur un pays de 19 millions. Et parmi ces 13 millions, c'est un score historique de participation, eh bien 62%, c'est-à-dire un peu plus de 8 millions, ont rejeté le texte. Seulement 32% des Chiliens et des Chiliennes ont approuvé
ce nouveau texte de constitution. Et donc, on peut se dire stupeur, comment se fait-il que 3 ans après ce mouvement social et tous les bouleversements politiques qu'il y a eu, qui ont amené la gauche au pouvoir, eh bien, cette constitution est rejetée. Alors, c'est là qu'on va rentrer dans l'analyse. Il y a plusieurs sujets. Je pense qu'en fait, il faut comprendre que ce résultat du non est un non, en fait, multifactoriel. Il est pluricausal. Il n'y a pas une cause qui explique cela. Mais, en résumé, il y en a quelques-unes qu'on peut identifier. La première tient à voir avec le contexte de la campagne elle-même. Et puis d'autres raisons avec les rapports et les relations sociales, les dynamiques sociales de fond au Chili, et les deux, bien sûr, sont liés. Mais partons de la campagne. Il y a certainement des choses qui n'ont pas joué en faveur de ce texte. C'est d'abord sa complexité, son épaisseur, 388 articles dans ce texte, très complexe, avec une foultitude d'innovations politiques, de représentations politiques, des propositions politiques qui parfois n'ont pas fait l'unanimité, y compris dans la gauche, comme la suppression du Sénat au Chili ou du tribunal constitutionnel. Beaucoup d'acteurs politiques, de partis qui d'ailleurs sont au Sénat, n'ont pas voulu se faire harakiri et n'ont pas voulu la suppression de cette institution qui par ailleurs permet des financements, des positionnements, etc. pour les partis et la classe politique chilienne. Par exemple, ça c'est un exemple. D'autres innovations n'ont pas rencontré le consensus dans la société chilienne. Par exemple, sur la question des droits autochtones et le fait que le Chili devienne un État plurinational à l'instar de son voisin bolivien ou équatorien. Il y a beaucoup de différences entre ces trois pays. Une différence, c'est que, disons, les secteurs indigènes au Chili sont beaucoup plus minoritaires qu'ils ne le sont en Bolivie, où ils sont majoritaires quasiment, et en Équateur, où ils sont aussi très nombreux. Au Chili, c'est pas le cas. C'est 10-12% de la population qui se dit indienne, et essentiellement mapuche au sud du pays. Et depuis le 19e siècle, cette région est en conflit avec l'État chilien, et le fait de décréter ou de décider la plurinationalité de l'État chilien a manifestement bien provoqué un rejet dans une majorité de la population au-delà des camps politiques. Ça, c'est une chose. Un autre train de propositions qui n'ont pas eu l'assentiment des gens, eh bien, c'est tout ce qui est lié en fait à la revendication et à la formulation de nouveaux droits individuels et collectifs pour les minorités sexuelles, pour aussi la défense du droit à l'avortement, qui n'existe pas au Chili autrement qu'en cas de violation, de viol de la mère ou de inviabilité du fœtus, par exemple, ou de danger de mort imminent pour la maman. Eh bien, l'avortement n'est pas permis au Chili, qui est un pays où l'Église catholique reste quand même très influentes, ainsi que quelques groupes évangéliques, et qui ont joué à plein pour rejeter cet agenda dit sociétal, donc sur les questions de minorité sexuelle, de droits pour eux, d'avortement, de mariage, etc. C'est un autre train de propositions qui se sont confrontées finalement au conservatisme au pluriel de la société chilienne, et ils sont nombreux. Et enfin, un autre train de mesures qui n'ont pas été acceptées, c'est par exemple tout ce qui était lié à la modification finalement du rôle de l'État dans l'économie, qui s'est transformé dans la campagne par les détracteurs de la Constitution, par une campagne sur le thème « Voilà une Constitution qui va réduire les droits de la propriété privée au Chili. Avec cette Constitution, nous allons vers un socialisme qui sera de nouveau contrainte, restriction de vos droits, vous les propriétaires qui avez une maison secondaire, etc., etc. » Tout ça était globalement assez faux, mais ça fait partie d'une campagne caprice, d'autant plus que la droite, qui en a été le moteur de cette campagne contre le projet, a fait une campagne assez intelligente, dans le sens où elle n'a pas fait campagne contre le principe d'un changement de constitution. Elle a dit, bien sûr, il faut changer de constitution, nous ne sommes plus ceux qui allons défendre l'héritage de Pinochet. Oui, il faut changer la constitution, nous sommes d'accord là-dessus. Donc il y a un consensus, en fait, dans la société chilienne sur le fait qu'il faut changer la constitution. Ça, c'est important. En revanche, la droite a fait campagne sur oui, mais pas celle-là. Parce que celle-là, elle apportera des désordres, une déstructuration de la société, de son ordre, de ses hiérarchies, de ses normes, etc., etc., contre la famille, contre la propriété privée, etc., etc. Et tout ça a pris, assez largement dans la société, qui est une société assez conservatrice, le Chili, a pris à mesure que la campagne n'a pas été très bonne, je disais, par ce que j'ai expliqué, la complexité du texte, par le fait que la Convention constitutionnelle n'a pas vraiment communiqué ou mené un débat ou une présentation qui a permis aux gens de s'approprier finalement assez clairement les termes et les innovations qu'elle proposait. Et puis aussi, il y a eu des couacs, des bugs savamment repris par la presse opposée à ce texte. Par exemple, le fait qu'un des
représentant de la Constitution, très connu dans les mouvements sociaux, a été pris en flagrant délit de mensonge puisqu'il avait fait un peu toute sa militance sur le fait qu'il avait un cancer et qu'il n'avait pas accès à la médecine du fait du système privé de la médecine, mais en fait il n'avait pas de cancer, il avait une syphilis, donc une histoire un peu comme ça, mais qui a inondé les réseaux sociaux, les fake news, en disant ben voilà, les gens sont là, sont pas sincères, etc., etc., etc. Bref, tout ça, ça n'a pas marché. Mais le fond de l'affaire, et qui est lié, c'est que ça doit nous interroger un peu sur ce Chili, puis plus globalement l'Amérique latine, parce que, en fait, il est sûr que la gauche est revenue au pouvoir, qu'il y a eu des mouvements sociaux progressistes, etc., mais ça ne veut pas dire qu'il y a une hégémonie de ces secteurs dans la société chilienne ou ailleurs. Ça veut dire que la gauche peut gagner aujourd'hui en Amérique latine comme au Chili, mais en n'ayant pas une hégémonie écrasante sur la société. Parfois, comme au Chili, rappelons-le, Boric a été élu aussi parce qu'une bonne partie du centre-droit et d'électorats plus modérés ont voté pour lui parce qu'ils ne voulaient pas de l'aventurisme d'extrême droite de José Antonio Cast, qui a joué un rôle important dans le rejet de la Constitution actuelle. Et donc, il a eu un vote pas forcément d'adhésion, mais un vote pour éviter une menace plus imminente qui était vue comme une sorte de Bolsonaro chilien, et même une partie de la droite n'en voulait pas, et donc elle a préféré voter pour Boric. Alors, ça nous rappelle que Boric a gagné, mais pas avec une hégémonie, avec une société qui reste fortement conservatrice, etc. Et c'est finalement un agglomérat de tout ce Chili-là qui s'est réuni aujourd'hui et qui a vaincu finalement la poussée et les secteurs les plus progressistes, les plus à gauche, qui se sont retrouvés finalement défaits à travers ce vote. Alors maintenant, que va-t-il se passer? C'est un échec pour le gouvernement, ça peut ouvrir une crise gouvernementale, il y a déjà un remaniement ministériel qui est en cours, où Gabriel Boric doit prendre acte de la défaite et va modifier les équilibres internes de son gouvernement au profit de courants de centre-gauche plus modérés que ceux qui sont à la gauche de son aile et de sa coalition dans le gouvernement. C'est ça qui est en train de se passer. Et Boric n'a qu'une solution aujourd'hui. Il dit, vous avez rejeté le texte, pas de problème, j'en prends acte, mais il y a un consensus pour changer de constitution, il y a eu un vote pour cela. Nous devons donc relancer un nouveau processus constituant dont il va falloir négocier les contours, les termes et le fonctionnement avec tous les partis politiques, puisque tous les partis sont d'accord pour changer la Constitution. Voilà la logique du président chilien, qui l'amène finalement à devoir passer par une alliance de fait avec la droite et le centre-droit au Congrès, parce qu'il n'y a que le Congrès qui peut relancer finalement un processus constituant, Congrès où le président Boric n'a aucune majorité, et il va être obligé de négocier avec son aile modérée à gauche, le centre-gauche, en particulier les gens du Parti socialiste, et avec une partie de la droite, pour trouver un accord qui permette de relancer quelque chose qui prendra une forme qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. Ça peut être une nouvelle assemblée constituante élue, c'est ce qu'il veut, par des gens qui vont réélire de nouveaux députés, mais peut-être avec un mandat et un périmètre de modification de la constitution actuelle plus limité, en n'ouvrant pas, en quelque sorte, une refonte générale disons des lois fondamentales et du fonctionnement de la société politique, la société et de la politique chilienne. C'est peut-être vers ça qu'on se dirige, mais ça veut dire que Gabriel Boric va sortir affaibli et va devoir modérer en quelque sorte ses ambitions et celles de son gouvernement sur la réforme de cette constitution, et donc in fine aussi des changements du modèle économique et social chilien qu'il voulait pourtant modifier. On se souvient que Boric a gagné avec une campagne où il disait que le Chili était le berceau du néolibéralisme et qu'il en sera le tombeau. Aujourd'hui, on s'éloigne certainement de cette promesse avec ce gouvernement de Gabriel Boric, dont on voit qu'il est plus cornaqué finalement que ce qu'on pouvait imaginer il y a quelques mois en arrière. Donc voilà un peu la situation aujourd'hui au Chili. Il n'est pas simple, mais on doit s'attendre à des rebondissements dans les semaines qui viennent, et en tout cas probablement à la possibilité d'un nouveau processus constituant dont on découvrira les termes, mais qui sera le fruit d'un accord passé avec le Congrès où le président n'a pas de majorité, et c'est ça qu'on va devoir suivre dans les semaines à venir. À bientôt.